Très ville PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Il est là. Et c'est toujours agréable de te voir. Bien. Ça me fait plaisir, Bernard, de te retrouver en 2019. Absolument, parce qu'on termine la semaine en beauté. Oui. Et là, tu as deux sujets, vraiment, je sais pas lequel choisir, difficile. parce que les deux sont très bons. Et les deux font l'objet de publications dans Nature, la très sérieuse revue Nature. Alors, écoute, Commençons par les signaux, tiens. Commençons avec les signaux qui ont beaucoup marqué cette semaine. Oui. La presse a beaucoup évoqué cette histoire-là. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Ce sont des signaux radio qu'on appelle FRB, qui veut dire c'est le Fast Radio Burst. Fast Radio Burst, c'est ça. En français, c'est des sursauts radio rapides. Donc, qu'est-ce que c'est? On les connaît depuis 2007. Et c'est tout à fait par hasard. Donc, on le sait, on cherche des signaux radio dans l'espace, fameux signaux radio qu'on croit peut-être être d'origine extraterrestre. Donc, on tourne nos antennes vers l'espace. Exact. Et là, voilà, donc en 2007, pour la première fois, on a capté ce signal-là. Ce sont des signaux qui sont excessivement courts, de l'ordre de quelques millisecondes, mais excessivement puissants. La puissance d'1 million de soleils en même temps. Hein? Ouais. Donc, tu t'imagines la puissance du signal. C'est une onde radio, mais c'est une onde radio excessivement puissante. Donc, il peut venir de très, très loin. Il peut venir de très, très loin. Donc, on avait entendu ça. Et ce qui était difficile, c'est comme le signal est très court, il faut être au bon moment, au bon endroit. Donc, on avait nos antennes tournées. Et là, on a capté ce signal-là. Récemment, là? À partir de 2007. Oui. On s'est dit, c'était quand même étrange. Et depuis, on en a capté une dizaine d'autres de ces signaux-là qui viennent de différents endroits de l'univers. Et jusqu'à maintenant, c'était une anomalie dans le domaine de l'astronomie ou de l'astrophysique. On ignorait exactement de quoi il pouvait s'agir. On s'est dit, c'est quand même curieux. Ça se produit une fois et ça ne revient jamais. Ah, voilà. Donc, ça, c'est un peu l'énigme. Et voilà que dans le dernier numéro de Nature, des scientifiques, et principalement des scientifiques canadiens, et en utilisant un radiotélescope qui se trouve dans la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, ils ont capté non seulement un de ces fameux signaux, mais ils l'ont capté à 13 reprises, provenant à peu près de la même région. Et là, on parle d'une région qui est située à 1,5 milliard d'années-lumière de la Terre. Yeah, on est loin. C'est loin. Mais là, voilà qu'avec le fait que ce signal s'est reproduit au moins à 13 reprises, on ne peut plus parler d'une étoile qui explose. Elle peut pas exploser 13 fois. On s'entend. Donc là, les scientifiques se creusent la tête. Tous les modèles qu'on avait établis, on s'est dit, c'est peut-être un pulsar, c'est peut-être un trou noir. Ça peut juste être un épiphénomène. Voilà. Est-ce que c'est une espèce de rot qui serait fait par un trou noir? Est-ce que ça pourrait être un écho? Pour l'instant, on avait abordé plein de modèles. Et là, avec la répétition du signal, là, tous les modèles tombent un peu en désuétude. Et là, des nouvelles hypothèses apparaissent. Là, de nouvelles hypothèses apparaissent. Là, pour l'instant, le consensus chez les astrophysiciens, il doit s'agir d'un nouveau type d'étoile à neutrons, un pulsar, qui réussirait à produire ce signal-là. Mais pourquoi les autres signaux du même genre, captés ailleurs, ne se produisent-ils pas de manière cyclique comme celui que l'on vient d'entendre en ce moment? Donc, celui qu'on entend, est-ce qu'on pense qu'il y aura une 14e éventuellement, un 14e épisode? Là, un tout le moins, 15e... on sait où écouter. Oui, c'est ça, là. Et crois-le ou non, il y a des scientifiques du département de recherche en astrophysique de la très sérieuse Harvard Smithsonian Institute qui ne rejettent pas la possibilité que ce signal radio soit enfin ce que l'on attendait, le signal radio démontrant une civilisation extraterrestre. Oh! Et cette nouvelle, Bernard, elle arrive curieusement 1 mois et demi après la publication d'un important document sur le site de la NASA, donc on est en fin novembre dernier, la NASA publie un document qui s'intitule NASA and the Search for the Techno-Signature. La NASA à la recherche des technosignatures. Et ce qu'elle dit dans son document, on le sait, depuis une dizaine d'années maintenant, la NASA a beaucoup mis d'efforts pour cette recherche de vie extraterrestre, que ce soit sur des lunes, par exemple autour de Jupiter, Saturne et autres. Avec des sondes. Avec des sondes, ou bien encore l'écoute de signaux radio dans l'espace. Et ces scientifiques se sont penchés sur la question, donc pour la NASA, reconnaissent qu'on pourrait être en présence à un moment donné d'une technologie extraterrestre sans pouvoir la reconnaître.
Ben, c'est sûr. Parce que ce qu'il mentionne, c'est qu'à partir du moment où tu es en présence d'une civilisation plus avancée que la tienne, la technologie devient un peu comme de la magie. Donc, il n'est pas certain qu'on soit en mesure, même si on était en face d'une technologie extraterrestre, de la reconnaître comme telle. Et là, c'est un petit peu notre coup de baguette magique qu'on est en train d'écouter là. Donc, cette séquence de 13 signaux de ces FSB, ces Fast Radio Burst, on se dit, est-ce que c'est ce fameux coup de baguette magique qu'on attendait? Alors, pour le moment, bien sûr, on va favoriser une explication plus disons plus terre à terre. Ben oui. Peut-être l'existence d'un phénomène astrophysique qu'on ne connaît pas bien, une étoile qui explose, une espèce de trou noir. Mais gardons quelque part à l'esprit la possibilité qu'on est peut-être en présence d'une première signature d'un mécanisme d'origine extraterrestre. Et là, la question devient, est-ce qu'on le souhaite ou pas? Hein? Après l'avoir tant cherché, s'il fallait qu'on la trouve. Si on l'a trouvé, c'est une chose. La question, c'est doit-on signaler qu'on les a entendus? Et là, évidemment, on se rappelle de mémoire Stephen Hawking qui disait toute civilisation qui entre en contact avec une civilisation plus évoluée, si on regarde ce qui s'est passé sur Terre, tout ça, c'est toujours, à chaque fois qu'il y a eu un tel contact, ça s'est toujours terminé au détriment de la civilisation la moins évoluée. Ce qui nous amène à ton deuxième sujet. Voilà. Tu vois la cohérence. Oui, absolument. Les Aztèques. Les Aztèques, Bernard, et j'ai choisi... La disparition des Aztèques. Et je t'ai choisi cette nouvelle-là, Bernard, parce que je sais que tu as un petit lien émotif avec les civilisations de l'Amérique centrale. Oui, ayant toi-même vécu, tu l'as mentionné, avec Luc Lavoie, 2 ans au Mexique. Oui. Et là, il faut savoir que lorsque l'on parle de civilisation de ce Mésoamérique, d'Amérique centrale, il y a 2 civilisations qui tiennent le haut du podium. Il y a les Mayas et il y a les Aztèques. Les Mayas vivaient davantage dans la péninsule du Yucatan et les Aztèques, eux, vivaient là où se trouve aujourd'hui la ville de Mexico, Teotihuacan. Voilà. Lorsque les Espagnols sont arrivés, on parle de l'arrivée de Cortés, on est en 1534, 1535, et une dizaine d'années après l'arrivée des conquistadors espagnols, et cependant à peu près 25 ans, la civilisation aztèque a été terrassée par un mystérieux mal qui a emporté 15 millions d'individus. Tu t'imagines, là, c'est épouvantable, cette épidémie. Et elle ne touchait que la civilisation aztèque. Et depuis, donc, les historiens, les anthropologues se posent la question, mais qu'est-ce qui a dissimé de cette manière la civilisation? Alors, on avait toutes sortes d'hypothèses. Certains ont pensé, une maladie qui était endémique, donc une maladie qui est apparue là-bas et qui a principalement frappé la civilisation aztèque parce qu'ils n'avaient pas les anticorps, alors que peut-être les Espagnols avaient déjà connu une maladie semblable, la peste, par exemple, en Europe, qui aurait pu les immuniser un peu contre ce fameux virus. Ou cette bactérie. Cette bactérie. Donc, ça, on était une première hypothèse. Deuxième hypothèse, plus diabolique, c'est que les Aztèques l'ont fait par exprès. Les Espagnols auraient contaminé volontairement la civilisation aztèque. Un peu comme les Britanniques ont voulu le faire à un moment donné avec les Amérindiens. Les couvertures. Des couvertures. Avec la petite vérole. La petite vérole, absolument. Alors, donc, ça, c'était une deuxième hypothèse. Et la troisième hypothèse, et là, c'est celle qui est publiée dans Nature, on se posait la question s'il ne pouvait pas s'agir d'une maladie apportée par les Espagnols. Et là, voilà qu'on a trouvé dans des nécropoles. Pas sciemment. Non, pas sciemment. Donc, une maladie qui aurait été apportée par les Espagnols et qui aurait passé un peu sous le radar parce que les Espagnols étaient immunisés contre cette maladie. Ben oui. Et en fait, c'est cette hypothèse qui est développée dans Nature. On a trouvé dans une nécropole aztèque. On a fait des analyses ADN sur 29 squelettes. Et ce qui ressort de ces analyses ADN, c'est que ces gens-là souffraient de la salmonelle. Ben voyons donc. Voilà. Donc, la simple salmonelle qui aurait été apportée par les Espagnols et qui aurait contaminé les sources d'eau, qui aurait contaminé les sources d'alimentation. Donc, il serait mort de la salmonellose. La salmonellose, voilà. Donc, et là, on a une preuve ADN qui démontre ça. Donc, l'explication à cette épidémie qui a terrassé 15 millions d'Aztèques serait simplement la salmonelle qui a été apportée par les Espagnols à travers les animaux, à travers l'alimentation. À travers l'alimentation, qui a contaminé éventuellement l'alimentation et les sources d'eau. Et ça s'est répandu comme la peste a pu se répandre. Et bien sûr, ces gens-là n'avaient aucun anticorps pour combattre cette maladie. Alors, ils ont retrouvé des traces de salmonellose sur combien de squelettes, dis-tu? 29 squelettes dans une nécropole. Donc, on a pris des dents. En fait, c'est une analyse sur les dents.
On a pris les dents de 29 squelettes et l'analyse démontre la présence du nom scientifique. Là, c'est, je vais te mentionner ça. C'est, vas-y, fais ton savant. Là. C'est la Salmonella antiserica de type Paraty C. Oh boy, ça te donne encore plus de crédibilité, mon cher Page. Alors donc, OK, mais est-ce que ça pourrait... alors, ça pourrait expliquer évidemment l'annihilation ou l'annihilissement des Aztèques. Ouais, la disparition de la civilisation aztèque. Parce qu'évidemment, la civilisation s'est affaiblie. Il faut dire que les conquistadors espagnols n'ont pas aidé à la situation non plus. On s'entend que bon, il y avait une volonté, bien sûr, de soumettre les autochtones aztèques à la domination espagnole. Oui. Mais cette maladie qui a été d'abord le premier maillon qui a affaibli la civilisation aztèque était simplement une maladie qu'on connaît bien aujourd'hui, qu'on guérit bien, qui se soigne bien, la salmonelle, mais qui, à l'époque, a fait des ravages épouvantables. La question qui se pose, parce qu'on se demande encore un peu comment les Mayas, eux aussi, ont comment dire, pas disparu, parce que moi, je refuse la thèse de ceux qui disent que la civilisation maya a disparu. Il s'agit d'être allé au Guatemala pour voir que les Mayas n'ont pas disparu. Non. Les Mayas sont toujours là. Ils parlent encore, d'ailleurs, plusieurs dialectes. On les voit partout, dans beaucoup, beaucoup de villages. C'est la population majoritaire au Guatemala. Mais la civilisation maya, de façon organisée, s'est effondrée. Et on connaît la cause de ça. En fait, on a un peu de difficulté sur le point de départ. Je sais que tout récemment, des scientifiques ont publié un document disant, il pourrait s'agir de conditions climatiques qui entraînaient des sécheresses de façon répétée. Mais ce que l'on sait sur le plan anthropologique, c'est qu'éventuellement, aux alentours de l'an 1000, il y a eu une révolution dans la société maya, en fait une révolte. Le peuple a assassiné la classe dirigeante. Et comme la classe dirigeante, c'est elle qui savait écrire, savait lire, etc., donc qui était instruite, la civilisation maya s'est retrouvée, somme toute, sans gouvernance. Et elle s'est éventuellement métissée avec d'autres civilisations d'Amérique centrale. Et peu à peu, ce qui avait fait, en fait, la grandeur de l'Empire s'est effondré avec cet événement-là. Bon, quel a été le point déclencheur? On croit qu'il pourrait s'agir d'une famine déclenchée par des conditions climatiques particulièrement difficiles. C'est sur ce point-là qu'on s'interroge encore, effectivement. Christian Page, toujours un plaisir. Ça me fait plaisir, Bernard. Bonne et heureuse 2019. On se retrouve vendredi prochain. Absolument. Merci, bien entendu.